Sans plus tarder, on passe la parole au professeur Ali qui va nous présenter phase post-analytique plus qu'une simple formalité. Merci, professeur Ara. Tu peux avoir un micro. Pointeur. Hein? Pointeur. Ok. Merci, professeur Arabe. Avant de commencer, j'aimerais bien remercier les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de présenter pour ces Salam Day pour la première fois et de présenter devant mes aînés, mes amis, mes collègues et surtout mes étudiants. Alors, on va parler un petit peu sur cette phase post-analytique et on va voir est-ce que réellement c'est une formalité. Voilà. Alors, laboratoire de biologie médicale, comme vous le savez tous, c'est un leader dans le domaine de la gestion de qualité des soins de santé, surtout pour tout ce qui est qualité analytique. Et c'est tout à fait normal, il nous appelle laboratoire d'analyse médicale. Vous voyez. Alors, et à travers l'historique, vous allez voir que le laboratoire, c'est parmi les premiers domaines qui ont utilisé des méthodes de contrôle statistique quantitatif. On est parmi les premiers. Alors, sauf une chose, que cette méthode statistique, on ne doit pas utiliser uniquement à la phase analytique, mais on doit élargir à d'autres phases qu'on va appeler phases extra-analytiques, représentées par deux phases importantes, à savoir la phase préanalytique et la phase post-analytique. Quelle est la particularité de cette phase extra-analytique? En réalité, cette phase, elle a un impact majeur sur l'acte biologique. Le pourcentage d'erreurs au niveau de ces phases extra-analytiques, que ce soit pré-analytique ou post-analytique, est très important par rapport à la phase analytique elle-même. Maintenant, la question qui se pose, réellement, est-ce que les chiffres sont réels? Effectivement, les chiffres sont réels, mais il y a une question à poser. Est-ce que ces deux phases, pré-analytiques et phase post-analytique, dépendent 100% du laboratoire? Et pour répondre à cette question, je vous pose plein de questions. Je vais choisir quelques-unes et à vous de me dire, est-ce que réellement ça dépend du laboratoire? Est-ce que c'est le bon patient? Est-ce que c'est le bon test? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que le laboratoire est responsable de la qualité de la prescription? Deuxième des choses, si vous prenez l'autre côté, est-ce que le laboratoire est responsable de la mauvaise interprétation par le clinicien du résultat? Vous voyez, ce qui fait que maintenant on parle plus d'une phase pré-analytique et une phase post-analytique, mais on parle d'une phase pré-analytique, une phase pré-analytique. Alors la phase pré-analytique, celle qui ne dépend pas du laboratoire, mais elle influence sur le résultat. La phase pré-analytique, vous allez voir, je me suis trompé ici, pré-analytique uniquement, c'est le laboratoire. Si je vous pose la question, la centrifugation est-elle correcte? Ça relève du laboratoire. La même chose en post-analytique, si je fais un résultat avec une mauvaise unité ou avec un intervalle de référence erroné, ça relève du laboratoire. Mais maintenant, est-ce qu'il est mal interprété par le médecin? Ce n'est pas la même chose. Du coup, j'aurai la post-analytique, tout ce qui est validation de résultats, et post-analytique, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec le médecin. Et vous voyez très bien que les pourcentages changent. Et le pourcentage très élevé, c'est en pré-analytique et en post-analytique. Rentrons directement dans le vif du sujet et on va parler sur la phase post-analytique. Alors, cette phase post-analytique, à travers cette dernière décennie, à travers le monde entier et même en Algérie, c'est qu'il y a eu, on a parlé beaucoup sur tout ce qui est phase pré-analytique. Je ne vais pas dire qu'on a ignoré la phase post-analytique, mais on l'a cerné uniquement par rapport à l'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a uniquement l'interprétation du résultat à l'interprétation. C'est quoi cette phase post-analytique? Alors, la phase post-analytique, c'est quoi? C'est tout événement qui va venir juste après l'analyse. En commençant par la transcription du résultat, jusqu'à l'interprétation, j'ai mis et le médecin biologiste. Parce qu'il y a une interprétation par le médecin biologiste et une interprétation par le clinicien.
en passant par la validation, l'édition du rapport et la transmission du résultat. Voyons les normes du laboratoire, les normes ISO par rapport à la définition. C'est quoi? Regardez, c'est la révision des résultats. Chaque résultat doit être révisé. Deuxième des choses, c'est la mise en forme, diffusion et communication et surtout conservation de résultats. Et la troisième des choses, c'est la conservation et le stockage de votre matériel biologique qui est le prélèvement lui-même. Il doit être conservé et ça fait partie de la phase post-analytique. Alors, quelles sont les étapes réellement de ces phases post-analytiques? Là, j'ai mis une planche pour vous dire, il ne faut pas oublier même la phase post-analytique. Elle était ignorée par les normes et par les définitions, de toutes les définitions biochimiques, mais toujours, j'attire votre attention, parce que vous faites un très bon rapport, un très bon résultat, mais vous le donnez au médecin, c'est comme si le béro ma charabch. Oui, donc faites très attention. On va voir les procédures de cette phase post-analytique, en commençant par l'évaluation de résultats. On va voir la validation de résultats, l'édition du rapport, qu'on appelle la préparation, et ça sera validation d'un ensemble de résultats, c'est ça ce qu'on appelle un compte-rendu de laboratoire, puis comment on va le communiquer, maintenant avec les réseaux sociaux, par WhatsApp, par Viber, quelle forme, est-ce que nos résultats sont protégés? Non, on verra. Et comment on va stocker nos échantillons, comment on va l'éliminer, et surtout à la fin, comment archiver nos données, et surtout aussi, on va développer des indicateurs de qualité. Comment on fait le contrôle de qualité en analytique? On va faire de contrôle de qualité en post-analytique. Commençons par la première étape qui est l'évaluation du résultat. Alors l'évaluation du résultat passe sur deux manières. La première des choses, c'est de voir le résultat, voir comment vous allez le comparer. Comparer à un intervalle de référence, soit à un seuil décisionnel, on va voir c'est quoi, soit à un seuil critique, et surtout le comparer avec un résultat précédent. Et en fonction de ça, vous allez soit confirmer qu'il est acceptable, soit vous allez faire une autre procédure. C'est quoi cette procédure? Soit vous allez faire répéter le test, vous voyez, soit vous allez faire une dilution, soit vous allez demander carrément un deuxième prélèvement pour confirmer un résultat qu'on va appeler inattendu. Alors maintenant, vous voyez bien que la première étape est basée sur un art qu'on appelle l'art de comparaison. C'est-à-dire au laboratoire, toujours on compare à quelque chose, soit un témoin, un intervalle. On va commencer avec l'intervalle de référence. Alors l'intervalle de référence, je ne vais pas me tarder beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup de temps, c'est qu'obligatoirement, l'intervalle de référence doit être stratifié avec l'âge et le sexe. Vous me dites sur un compte-rendu, âge, enfant, adulte, âge, enfant, adulte, il y a plein de phases. Le cycle de la vie commence de la naissance jusqu'à la mort, en passant par le nouveau-né, le nourrisson, l'adolescent, l'adulte, jusqu'à le vieillissement qui est la gériatrie. Est-ce que j'aurai le même intervalle? Donc, les tranches d'âge doivent être bien définies. Et la même chose pour le sexe. J'ai mis en pointillé parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont jouer, surtout la répartition géographique. Deuxième des choses, valeur de référence ou intervalle de référence doit être présent dans un compte-rendu, obligatoirement. Même si c'est qualitatif, vous me dites c'est négatif. Il doit figurer. Troisième des choses, c'est qu'il est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire sortir un résultat sans intervalle de référence, quelle que soit la situation. Maintenant, s'il n'y a pas d'intervalle de référence, je vais le dire, c'est qu'il faut le mentionner dans le commentaire. Et quatrième des choses, ce qui est très important, c'est avoir un intervalle de référence fiable. Alors, pour avoir un intervalle de référence fiable, c'est que les sociétés savantes, surtout la CLC avec IFCC, préconisent de déterminer, chaque laboratoire doit déterminer ses valeurs de référence. Et d'ailleurs, le prospectus du réactif, ils vont vous dire toujours, voici les valeurs de référence. Après, ils vous écrivent, chaque laboratoire doit déterminer pour décliner leurs responsabilités. Si vous n'arrivez pas à déterminer vos valeurs de référence, vous êtes obligé de vérifier les valeurs de référence. Et c'est tout à fait une séance pour comment faire cette vérification. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez utiliser les valeurs de référence, c'est votre technique, elle est standardisée. C'est ce qui se passe avec l'hémoglobine glyquée. Notre technique, elle est standardisée, donc vous pouvez l'utiliser. Maintenant, si vous n'arrivez pas à faire les trois, vous pouvez faire une harmonisation. Est-ce que vos techniques
sont harmonisés sur la même calibration, soit avec une méthode de référence, soit avec une méthode d'une précision plus importante. Vous voyez, et à la fin, vous aurez ce fameux intervalle de référence entre le 2,5 percentile et le 97,5 percentile. Et vous remarquez, de plus en plus, on utilise plus de percentiles parce que les méthodes non paramétriques sont plus performantes, surtout avec les logiciels. Et j'attire votre attention, là, ça ne sert à rien d'exprimer un intervalle de référence sans son intervalle de confiance. Si je vous pose maintenant une question, je vous dis la calcémie, c'est entre 85 et 105. Je vous dis, j'ai trouvé 106. Vous allez dire hypercalcémie. Donc cet intervalle de confiance, c'est ça, parce que j'ai éliminé 2,5 de population dite de référence saine. Peut-être je peux arriver jusqu'à 107, c'est-à-dire à partir de quel seuil je vais dire. Ce n'est pas un intervalle mathématique, c'est de la physiologie. Alors, et je finis avec ces intervalles de référence, il n'y a pas d'extrapolation sur les tranches d'âge. J'ai une tranche d'âge entre 10 et 20 ans, je ne peux pas le faire pour 5 et 10, je dois le prouver. La même chose pour adulte, pour moi adulte, je dois faire, est-ce que c'est entre 30 et 60 ans? C'est ce qui se passe en hormonaux, ils vous disent 30 individus de référence, adulte c'est entre ça et ça. Et quand vous voyez le recrutement, ça jalonne entre 30 ans et 60 ans. Donc je ne peux pas interpréter pour une personne à 70 ans. Vous voyez, donc faites très attention. Et à la fin, ce que je viens de vous dire, s'il y a absence d'intervalle de référence, vous êtes obligé de le citer. Parce que si vous faites vous-même le résultat et vous ne le comparez pas, le clinicien va le comparer. Donc, il faut attirer son attention. Alors, maintenant, je passe par rapport à ces intervalles de référence, on passe au seuil décisionnel. Au seuil décisionnel, là, ce n'est plus des intervalles de référence, mais c'est des seuils déterminés à partir des études cliniques. Ce seuil décisionnel, peut-être il est à l'intérieur de l'intervalle de référence, comme peut-être il est en dehors de l'intervalle de référence. Si on prend exemple, la glycémie, c'est entre 0,70 et 1 g, c'est supérieur à 1,26 à jeun, c'est un diabète. Donc supérieur à 1,26, c'est un seuil décisionnel. Il est déterminé par des études cliniques. Et ça n'a rien à voir avec la détermination des valeurs de référence. Donc, ce qui m'inquiète ici dans ces seuils décisionnels, c'est la technique utilisée dans ce essai clinique ou dans cette étude clinique. Est-ce que réellement j'utilise la même technique? Si j'utilise la même technique, je peux utiliser le seuil décisionnel. Sinon, si ce n'est pas une technique standardisée, vous ne pouvez pas utiliser ce seuil décisionnel. Heureusement pour la glycémie, c'est facile, mais pour d'autres seuils, faites très attention. L'effort fait pour la détermination de référence, ça sera pour les seuils décisionnels, tout ce qui est précision par rapport à la méthode et si vous voulez, l'harmonisation par rapport à la méthode utilisée par l'étude clinique elle-même. Et à la fin, là, je vous ai donné pas mal de seuils décisionnels, que ce soit pour la glycémie, pour l'hémoglobine glyquée, le cholestérol HDL et LDL. Vous avez pour la troponine, le 99e percentile, ce n'est pas un intervalle de référence, c'est un seuil décisionnel. À partir de ce seuil, je vais intervenir. Alors maintenant, troisième des choses dans l'art de la comparaison, c'est quoi? C'est la comparaison avec un résultat ancien. Comparer résultat avec un résultat ancien, ça ne se fait pas uniquement dans un compte rendu, je mets le résultat actuel, je mets l'antériorité. C'est tout un process, on va le voir, qui correspond à ce qu'on appelle valeur de changement de référence. Si vous comparez un résultat actuel avec un résultat initial, comment vous allez dire que est-ce qu'il y a un changement ou non? Donc je dois évaluer cette différence. Et pour faire, je vais utiliser deux notions. Je vais utiliser ce qu'on appelle le delta check et on va utiliser ce qu'on appelle la valeur de changement de référence. Et là, c'est quoi le delta check? On va voir c'est quoi. Delta check, c'est quoi? C'est la différence entre la valeur actuelle, votre résultat actuel, et le résultat initial. Ce résultat initial, peut-être ça fait 10 jours, peut-être ça fait une année, tout dépend. Ça dépend de la période. Je peux utiliser aussi différence, delta différence, qui est delta check, en relative, c'est-à-dire ça sera la valeur actuelle sur la valeur précédente, la valeur précédente, on divise sur valeur actuelle, fois 100. Et je mets en absolu, parce que peut-être le résultat actuel, il est moins par rapport au résultat initial. Si je détermine ce delta différence, donc il y a deux questions qui se posent. Alors, quelle valeur
doit-on choisir? Est-ce que je prends le delta normal relatif ou absolu? Et si je fais la différence, avec quoi je vais le comparer? Alors, ce qu'on va prendre, on va prendre le delta check en pourcentage. Et on va le comparer à ce qu'on appelle valeur de changement de référence. C'est quoi valeur de changement de référence? C'est une équation qu'on appelle RCV, c'est la même chose, c'est valeur de changement de référence en anglais, égale quoi? 2 puissance 0,5 fois le Z. Le Z, c'est l'écart type à la probabilité. On va choisir, puisqu'on travaille à 95% intervalle de confiance, donc risque alpha 0,05, on va choisir 1,96 fois, regardez, j'ouvre la parenthèse, et là, ce qui va changer, vous allez donner une approche, le résultat qui va me donner comment vous avez utilisé, comment vous avez dosé votre analyte. Alors, entre parenthèses, le CVA, ça correspond à ce qu'on appelle une imprécision analytique. Comment vous allez calculer? Vous allez calculer à la base de résultats de votre contrôle qualité. Chaque jour, vous faites des contrôles qualité. Alors, si vous avez une différence entre un résultat actuel et un résultat initial de 1 mois, vous allez prendre toutes les valeurs de contrôle de qualité de 1 mois et vous allez calculer la moyenne et le CV. Il va figurer ici. Alors, plus quoi? Le CVI, c'est ce qu'on appelle le CV de la variation biologique. Alors, nous, en physiologie, tout bouge en métabolique. Donc, il y a une variation même chez le même individu. Vous faites, je vous donne exemple, vous faites triglycérides aujourd'hui chez un individu, vous trouvez 0,75. Demain, vous refaites chez le même individu avec les mêmes conditions, vous le trouvez 2, ça, c'est ce qu'on appelle la variabilité intra-individuelle. Et elle doit figurer. Vous voyez? Pourquoi cette variabilité intra-individuelle? J'ai pris un exemple pratique. Alors là, ça c'est dans mon cadre de notre thèse. On a déterminé les valeurs de référence de la créatinine chez une population pédiatrique inférieure de 5 ans. En commençant à l'âge de 1 semaine de vie jusqu'à 5 ans. Ce que vous voyez en bleu, c'est les garçons. Ce que vous voyez en rose, c'est les filles. Ce que vous voyez comme en jaune, c'est le 2,5 percentile. Ce que vous voyez en orange, c'est le 97e percentile. Mais ce qui est important, c'est de voir la taille de la boîte à moustache, ce qui est en bleu et en rose. Là, ça c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la variabilité intra-individuelle. Si vous allez partir en Europe maintenant, vous allez voir les labos de référence expriment leur valeur de référence. Plus en intervalle, c'est comme ça. Alors, vous aurez votre 2,5 percentile et le 97e percentile, et regardez la largeur des boîtes à moustaches. C'est différent d'une tranche d'âge à une autre, c'est-à-dire la variabilité de votre paramètre au sein de même individu, ça varie d'une tranche d'âge à une autre. Maintenant, si vous prenez les extrémités de la boîte à moustache, de la valeur minimale à la valeur maximale, je vous rappelle qu'on a exclu 2,5 maintenant ou 2,5 maintenant, donc je suis obligé dans les valeurs minimales et maximales mettre toutes les valeurs et j'appelle ça la variabilité intra-individuelle. Et si vous divisez la variabilité intra-individuelle sur la variabilité inter-individuelle, ça s'appelle ce qu'on appelle index d'individualité. Et si vous êtes en face d'un paramètre où l'index d'individualité est très faible, c'est-à-dire la variabilité intra-individuelle elle est très faible, votre valeur de référence, votre intervalle de référence ne vaut rien. Parce que la variation, elle est faible. Vous voyez, là on fait avec ensemble de personnes. Et c'est pour ça que je vous ai mis, quand vous faites le rapport et vous trouvez qu'il est petit, déjà moins de 1,4, déjà l'utilité de votre intervalle de référence, déjà elle est discutable. Maintenant, si vous descendez moins de 0,6, ça ne sert à rien d'utiliser un intervalle de référence. Nous, on est le sujet TI. Alors, regardez. Je vais calculer. Alors, je vais trouver le RCV. Alors, après, quand je calcule mon RCV, je vais le comparer avec mon delta check relatif. Si je trouve delta check supérieur à mon RCV, c'est qu'il y a un problème. Soit avec le patient, soit avec le tube. Et c'est comme ça qu'ils déterminent dans les grands laboratoires, est-ce qu'il y a un problème de tube hémolyse, lactescent, quand ils voient avec le résultat initial. C'est un algorithme. Quand ça dépasse un certain pourcentage, il va m'alarmer. Soit le problème il est chez le patient, soit avec son échantillon. Alors, on termine avec l'art de comparaison.
Mais je vais faire autre chose. Si je n'accepte pas le test, je vais faire d'autres choses. Je vais faire aussi des dilutions. Les dilutions de l'échantillon sont très importantes quand vous dépassez la linéarité. Et là, faites très attention, je vous pose toujours la question, est-ce que la dilution, elle est automatique ou elle est manuelle? Dilution manuelle, vous le faites vous-même, mais automatique, il y a deux types de dilution. Faites très attention. Il y a certains automates qui utilisent le diluant, il y a d'autres qui n'utilisent pas le diluant. Ils vont diminuer la quantité prise. Et quand vous diminuez la quantité prise et vous gardez le réactif, vous allez augmenter la linéarité. Donc faites très attention par rapport à ça. Et la deuxième des choses, c'est que la dilution maximale doit être vraiment autorisée. Combien je dois descendre? Je ne dois pas descendre où je vais atteindre la limite de sensibilité, parce que je vais multiplier fois 10, c'est comme si j'ai multiplié l'erreur fois 10. Vous voyez? Et faites très attention par rapport à l'enzymologie. L'enzymologie, c'est l'inverse. Quand vous aurez un résultat faible, peut-être c'est une quantité très importante. Parce que l'enzyme est saturé, donc il y a une consommation importante du substrat, il va vous afficher 0. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, reprise de test, j'ai mes points d'interrogation. Parce qu'à chaque fois que je pose des questions, chacun il a ses modalités, est-ce qu'il doit répéter le test? Troisième des choses, c'est ce qu'on appelle le test réflexe. Le test réflexe, c'est quoi? Prenons exemple, j'ai mis ici TSH FT4. Vous faites TSH, vous trouvez qu'elle est anormale, en dehors de l'intervalle de référence, vous allez rajouter FT4, c'est protocolaire, c'est-à-dire vous allez rajouter quelque chose. Maintenant, il y a le test réfléchi, là vous allez voir, vous avez un bilan, et vous voyez le bilan, le médecin n'est pas avec vous, et vous jugez que vous allez rajouter d'autres tests. Vous voyez, pour aider le médecin à l'interprétation. Et je termine avec cette comparaison, c'est le test calculé, et là faites très attention. Quand vous faites un calcul, il faut poser toujours la question, les conditions de l'application de cette formule. Mais je suis trop loin de la formule. Ça, c'est faux. Deuxième des choses, c'est qu'il y a toujours des limites. Et troisième des choses, la technique utilisée pour déterminer cette formule. Est-ce qu'elle est la même? Donc, c'est automatique, appliquer toujours des calculs, que ce soit pour le LDL, pour l'index, l'index HOMA. Vous allez voir, il n'y a même pas la technique, il n'y a même pas une standardisation par rapport au dosage de l'insuline. Donc, je ne parle même pas sur le seuil après. Vous voyez, faites très attention. Alors maintenant, dès que je termine, je valide. J'ai mis plusieurs Nike, plusieurs X. Pourquoi? Par rapport à la vision, c'est la compétence qui va valider. Peut-être vous avez des techniciens, ils vont vous faire ce qu'on appelle validation technique. Donc, dientomètre, le non, ce n'est pas normal, vous pouvez le faire sortir. Et c'est pour ça que j'ai mis plusieurs. Chacun a sa vision, le résident, le maître assistant, le prof. Donc, chacun, tout dépend de la compétence. Alors, une fois validé, alors je vais commencer à préparer mon rapport. Alors, dans le rapport, j'ai mis le minimum, ce que je dois avoir le rapport. Alors, on va commencer avec le laboratoire. Donc, l'identification du laboratoire, c'est important. Il me reste beaucoup là, madame. Vous avez 2 minutes. OK. 2 minutes. Le rapport, le laboratoire. Alors, après, vous allez faire le patient lui-même, le nom et le prénom. Vous avez l'analyte, vous allez mettre et le type de l'échantillon. N'oubliez jamais, est-ce que plasma, sérum, l'intervalle de référence, l'unité. Et n'oubliez pas la signature de votre médecin biologiste. Et aussi, aucun rapport ne sort avec un commentaire, soit par rapport à la qualité de l'échantillon, la stabilité de l'échantillon, soit le résultat et le test. Passons maintenant à la validation. Validation, vous libérez le résultat, vous allez le communiquer. Vous le communiquez soit d'une manière électronique, j'attire votre attention, ne communiquez plus en PDF. Le PDF actuellement, c'est comme le Word. Ils peuvent changer votre griffe, ils peuvent changer l'intitulé de votre laboratoire. Faites très, très attention. Faites très, très attention. Soit papier, soit oralement. Et si vous communiquez un résultat, surtout critique oralement, il faut toujours le suivre par un résultat papier. Faites très, très attention. L'email, j'attire votre attention, nous ici, non. Normalement, ça se fait après consentement du patient et du médecin. Parce que l'email, il n'est pas protégé. Et le secret du malade doit être protégé. Donc faites très attention sur ça. Là, on élimine tout ça, on l'ignore. La même chose pour tout ce qui est
l'échantillon, vous êtes obligé de l'identifier, le collecter, le marquer, le stocker et après l'éliminer. Et pour faire ça, il faut toujours définir pour chaque analyte quelle est la durée de stockage, que ce soit par rapport au type de l'échantillon et par rapport à l'analyte. Et à la fin aussi, n'oubliez pas que vous êtes obligé d'archiver vos résultats. Là, c'est le LIS qui le fait, mais il doit être sécurisé et confidentialité. Et faites très attention, quand vous allez faire l'accessibilité, ce n'est pas toute personne raccourci, CTRL fait duplicata. Ce n'est pas tout le monde qui a l'accès pour solliciter, pour avoir ces résultats. Et à la fin, je termine avec des indicateurs de qualité. Normalement, chaque laboratoire, sur une période de temps, je vous dis 1 année, 2 ans, doit évaluer 3 critères de qualité en post-analytique. Il doit mesurer le délai de rendu de résultats. C'est-à-dire qu'il doit faire, pour chaque bilan, il fait la réception jusqu'à la sortie de résultats. Il va calculer le temps à travers 1 année, il va voir. Deuxième des choses, le pourcentage de compte rendu incorrect. Des comptes rendus incorrects. Je dois évaluer le pourcentage. Et troisième des choses, quels sont les rapports où j'ai eu des résultats anormaux. Peut-être à cause d'une erreur, peut-être à cause d'une anomalie réelle. Voilà. Et je termine. Pour avoir une bonne information de laboratoire, il faut qu'il y ait un bon compte rendu. Pour avoir un bon compte rendu, il faut un délai de rendu de résultats très bref, une validation de données, validation de l'unité de mesure, c'est important, validation de l'intervalle de référence et surtout, c'est les commentaires. Et pour avoir ça, il faut être vraiment, pour avoir ça, ça dépend de la taille de votre laboratoire. Et si je dis la taille, la cadence, le personnel, l'instrument, l'interlogiciel entre l'automate et le LIS et votre LIS. Et je conclus, n'oubliez jamais la vision de votre médecin. Voilà, c'est-à-dire si vous faites, il faut assurer une formation aussi aux cliniciens pour qu'ils fassent une reconnaissance appropriée du test, parce qu'on assiste maintenant à des gens qui demandent des bilans, ils ne savent même pas quel est le paramètre demandé. Vous voyez, et la même chose pour l'interprétation, pour l'utilisation et pour le suivi surtout, et pour la documentation, et je vous remercie.